Aujourd'hui, nous allons parler des latitudes. Et donc, pourquoi de latitude? Parce que c'est vraiment un facteur très, très important, justement, dans l'obtention des résultats. D'accord? On va voir qu'est-ce que c'est cette attitude-là. Mais avant ça, j'aimerais bien justement que nous parlons des questions et des réponses. D'accord? Les questions et les réponses sont les deux faces d'une même pièce. D'accord? Chaque question a une réponse. Et si vous avez besoin de réponses à votre vie, eh bien, la première chose à faire, c'est de poser les bonnes questions. D'accord? En fait, obtenir des réponses, c'est souvent la partie la plus facile. Mais ce qui est plus délicat, c'est de se poser les bonnes questions. Et je ne sais pas pourquoi, mais formuler des questions peut être beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. En fait, Socrate disait que la qualité des questions que nous posons va déterminer la qualité des réponses que nous allons obtenir dans la vie. Donc, laissez-moi vous donner un exemple de ce que je vais dire. Combien d'entre vous ont pensé à se poser cette question? D'accord, qui est d'ailleurs parce que si nous voulons améliorer la qualité des résultats que nous obtenons dans nos vies, d'accord, il y a une question à laquelle tout le monde dans cette session doit pouvoir répondre, qui est quelle est la cause première de mes résultats? Quelle est la cause première de vos résultats? Quelle est cette cause première? Parce que si nous voulons changer nos résultats, et c'est pour ça que je pense on est tous là, c'est pour évoluer, avoir des résultats, on va dire, de mieux en mieux. Si nous voulons changer nos résultats de façon permanente, nous voulons forcément connaître la réponse à cette question. D'accord? Quelle est la cause de ces résultats? Et en fonction de là où vous êtes, dans le domaine où vous êtes, d'accord, vous allez avoir une vue qui est différente. Par exemple, si vous êtes un manager, responsable d'une équipe de personnes, bah, vous devez en fait de connaître la réponse à cette question parce que on va dire les résultats, votre patron en fait dépend de vous. D'accord? Votre chef tout temps, le chef de l'entreprise dépend de ce que vous trouviez ou pas la réponse à cette question-là. Si vous êtes responsable de votre propre entreprise, eh bien, vos employés et votre famille en dépendent aussi. D'accord? Donc, quelle est la cause principale de ces résultats? Et si, du coup, justement, si en fonction de là où vous êtes, de quel est votre domaine ou votre prisme, d'accord, vous allez avoir des réponses différentes. Si vous posez la question, par exemple, à un technicien dans une entreprise, ben, il vous répondra probablement qu'il s'agit des connaissances techniques, d'accord, ou peut-être d'avoir, par exemple, un service fiable. Si vous demandez à un responsable, à un manager, d'accord, quelle est la cause première des résultats, ben, il dira que c'est le travail d'équipe. Si vous demandez au président de l'entreprise, ben, il vous dira que c'est sa vision. D'accord, que le fait qu'il y ait des bons ou des résultats, ça va dépendre en fait de sa vision. Et du coup, c'est intéressant parce que nous avons tendance à voir le monde pas tel qu'il est, d'accord, mais plutôt tel que nous sommes. En fait, nous ne voyons le monde pas tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Que vous avez entendu l'expression probablement, si tout ce que vous avez dans votre boîte à outils est un marteau, alors tout ressemble à un clou. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, mais c'est pour le fait de dire que nous avons tous effectivement un prisme qui nous fixe en fait dans les réponses qu'on essaie de trouver. Et cette question en fait n'est pas spécifiquement liée, on va dire, au fait de gagner de l'argent. D'accord? Quelle est la cause première de nos résultats? Nous parlons de tous nos résultats. D'accord? Des résultats que nous obtenons dans chacun de nos domaines de vie. Et consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou pas, que cela nous plaise ou pas, nous obtenons des résultats dans chaque domaine de notre vie. Et ces résultats sont l'effet des causes. Et ces causes sont souvent inconnues. Donc, quelles sont donc ces causes? Quelles sont les causes primaires de ces résultats? Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on m'a posé la question pour la première fois, il y a des années maintenant, d'accord, quelle était la cause première de mes résultats, eh bien, je n'ai pas pu y répondre. Je ne sais pas si vous y pouvez, peut-être vous pouvez, maintenant que ça fait un certain temps que vous êtes dans le domaine du développement personnel, mais je ne savais pas ce que c'était. Et dans ces moments, on va dire, d'inconfort et de stress mental, pendant que vous essayez de trouver la réponse frénétiquement pour ne pas avoir l'air idiot, d'accord, et trouver une bonne réponse. Et ce qui m'a frappé, ce qui a résonné en moi, c'est que si je ne savais pas quelle était la réponse à cette question, d'accord, si je ne savais pas quelle était la cause première de mes résultats, la cause principale, alors comment pouvais-je vouloir changer mes résultats de façon permanente? Donc, d'une part, j'étais déçu parce que je ne connaissais pas la réponse, mais d'une autre part, j'étais très heureux
de savoir que je savais que je ne connaissais pas la réponse. Parce qu'à ce moment, je devenais justement incompétent conscient. D'accord? Parce que lorsque je ne savais pas que je ne savais pas, alors je ne cherchais pas une réponse. Mais maintenant que je savais que je ne savais pas, eh bien, je n'allais pas m'arrêter jusqu'à ce que je connaisse exactement la réponse. Quelle était la cause, justement, de ces résultats. Et en regardant en arrière, d'accord, je peux maintenant voir que tous les problèmes que j'avais rencontrés dans ma vie avant être vraiment, tu vois, avant ce moment-là, de connaître vraiment quelle était cette cause, étaient dus au fait que je ne pouvais pas répondre à cette question-là. Mais une fois que j'ai commencé à réfléchir à cette question, à réfléchir vraiment et à comprendre vraiment la question, et il faut dire, après avoir dépensé un certain montant d'argent en coaching et en mentoring, d'accord, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé que le sens de la réponse est venu. Une fois que j'ai commencé à comprendre vraiment la réponse, alors ma vie entière a changé. Et c'est cela qui s'est certainement avéré être un investissement très rentable, d'avoir justement cherché à trouver cette réponse. Et pour moi, une fois que j'ai compris ce concept, l'impact a été immédiat. Et cela m'a donné ce que j'appelle de l'espoir dans ma vie. Et la réponse est simple, la réponse à cette question. Mais les implications sont énormes. Et donc, je vous donne la réponse. J'aime bien, c'est un peu comme John faisait dans la formation d'art oratoire. Ah, il arrivait, il prenait un petit peu d'eau, il repartait. Donc, quelle est la réponse à cette question? Eh bien, la cause première des résultats que vous obtenez dans votre vie, la réponse est très simple. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'attitude. D'accord? C'est notre attitude. Et pourquoi? Parce que notre attitude découle de ce que nous sommes. D'accord? Génétiquement et surtout écologiquement, de ce que nous avons appris à être. Elle vient de nos croyances, elle vient de nos valeurs et de la façon dont nous nous voyons, de notre image de soi. Et il est d'une importance capitale. En fait, votre attitude va contrôler la qualité d'absolument tout ce que vous obtenez dans votre vie. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je dois admettre que je suis resté un peu déçu. L'attitude, ok. Toute cette histoire pour parler de son attitude, en fait, je n'avais jamais entendu parler de l'attitude avant liée vraiment à mes résultats dans ma vie. Je pensais plutôt à des choses comme le leadership, des choses comme mes capacités, c'est que j'étais prêt on va dire, est-ce que je m'étais préparé ou pas? C'était plutôt ce genre de choses en fait, qui la persévérance. Mais l'attitude, j'avais jamais entendu parler en fait comme vraiment liée à mes résultats. Et en fait, lentement, je me suis rendu compte qu'il faut une compréhension profonde pour saisir l'énormité de pourquoi de cette attitude. Nous avons tous entendu déjà parler du mot attitude, en général, d'accord? Mais nous avons besoin de savoir pourquoi la réponse à la question, quelle est la source première de mes résultats, c'est l'attitude. Et pour comprendre cela, nous devons savoir ce qu'est l'attitude. Qu'est-ce que c'est l'attitude? Parce qu'en fait, l'attitude, c'est une de ces choses qui est facile à identifier, à voir, d'accord? On peut en parler, bonne ou mauvaise attitude, etc., mais c'est beaucoup plus difficile à définir. Et si nous ne pouvons pas la définir, alors comment pouvons-nous la changer? Et donc, c'est ça que nous allons essayer de voir. Et à un moment donné de notre vie, on nous a tous rappelé notre attitude. On nous a dit des choses comme, si vous pouviez améliorer votre attitude, vos résultats seraient bien meilleurs. Si tu avais une meilleure attitude, tes notes seraient meilleures. On nous a dit ça à l'école, ou nos parents. Si tu as une meilleure attitude, tes performances sur le terrain de foot ou sur le terrain de basket seraient meilleures. Si tu as une meilleure attitude, tu pourrais gagner tellement plus d'argent. Tu n'arriveras jamais à rien avec ces genres d'attitudes. C'est des choses qu'on nous a souvent rappelées. Souvent, on nous le rappelle quand on a justement une mauvaise attitude. Enfin, ce qu'on appelle une mauvaise attitude. Mais c'est une chose curieuse, parce que même si votre attitude envers le monde est bonne, si vous avez justement une attitude envers le monde qui est bonne, vous aurez tendance à obtenir des bons résultats. Et si votre attitude est excellente, alors vous avez tendance à obtenir des excellents résultats. Mais si votre attitude est juste OK, eh bien vous vivrez dans un monde qui n'est ni bon ni mauvais,
c'est juste OK. Donc vraiment, l'attitude, en fait, reflète, enfin, où elle est reflétée dans nos résultats et dans ce que nous recevons du monde. En fait, si vous vous demandez quel genre d'attitude vous avez, c'est intéressant parce que Earl Nightingale a mis au point un test hyper simple qui vous donnera une idée assez précise, très précise en fait, de votre attitude. En tout cas, de votre attitude jusqu'à ce point dans votre vie. En fait, Earl Nightingale nous disait qu'il suffisait de répondre à une question très simple par oui ou par non. Et c'est quoi cette question? Eh bien, la question, je vais vous laisser la noter, c'est avez-vous l'impression que le monde vous traite bien? Avez-vous l'impression que le monde vous traite bien? Oui ou non? Et si quand vous avez entendu la question, il y a un grand oui super rapide qui est venu à votre esprit, eh bien félicitations, parce que vous avez une bonne attitude. Mais si vous avez répondu non, votre attitude est mauvaise. Et si vous avez du mal à répondre ou à vous décider, alors votre attitude est peut-être moyenne. Je sais que cela peut sembler un peu dur à première vue, mais plus vous étudiez la question, plus vous y réfléchissez et plus vous l'analysez, plus elle aura du sens pour vous. En fait, vous voyez que notre environnement, qui est une autre façon de dire comment le monde nous traite, d'accord, n'est rien d'autre que le reflet de notre propre attitude. Notre environnement, d'accord, la façon dont le monde nous traite, ce n'est que le reflet de notre propre attitude. Earl Nightingale a dit que notre environnement est un miroir impitoyable de notre attitude. Un miroir impitoyable. Quelle que soit notre attitude, le monde se reflète sur nous dans notre expérience du monde. Parce que, comme nous venons de le dire, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et donc finalement, il y a une relation très étroite entre cette attitude que nous avons et comment nous percevons que le monde nous traite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que notre attitude va être responsable de la quantité de notre potentiel que nous utilisons. Et ça, je veux que vous fassiez une grosse note là. Hein, bien souligné, un feutre orange, rose, jaune. Notre attitude est responsable de la qualité du potentiel, de la quantité de notre potentiel que nous utilisons. Notre attitude est responsable de la quantité de notre potentiel que nous utilisons. Parce que contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas la quantité des talents ou des capacités que nous avons qui compte, mais la quantité de ce que nous avons que nous allons utiliser. Et c'est ça qui détermine réellement nos résultats. Ce n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. Parce que quelles que soient les limites que notre potentiel peut ou pas avoir, on n'a même pas à parler de potentiel infini. En fait, ces limites, elles sont tellement supérieures à l'utilisation que nous faisons habituellement de notre potentiel qu'elles ne méritent même pas un moment de réflexion. On n'a même pas à se poser la question, est-ce que j'ai des limites à mon potentiel ou pas? Ok, déjà, qu'est-ce que j'en utilise aujourd'hui? Et c'est ça, en fait, quand nous parlons justement de réaliser notre potentiel, rappelez-vous la leçon de la semaine, enfin d'il y a 2 semaines maintenant, on disait vous êtes parfait. Et si vous vous rappelez, on parlait du fait que nous avions été créés parfaits, que nous avions tous ces potentiels, mais que nous avions eu cette programmation au fil des années de notre éducation qui nous avait quelque part déconnectés de ce potentiel-là. Et lorsque nous sommes déconnectés de ce potentiel-là, ça veut dire que nous perdons en fait cette perspective et cet alignement, en fait, cette harmonie avec mon potentiel infini. Donc du coup, j'ai plus de possibilité d'exprimer tous ces potentiels.
Et donc la question, c'est au jour d'aujourd'hui, comment je fais pour justement revenir en fait à utiliser de plus en plus de mon potentiel? Comment j'enlève toutes ces couches de programmation? Comment je déprogramme? D'accord? On parlait avec Christian Simpson pendant la formation de coaching avant-hier. On parlait des désapprendre. Alors, comment nous arrivons à désapprendre des choses qui nous permettent justement de mieux utiliser notre potentiel. Pensez-y, par exemple, à quelque chose de simple comme la lecture. D'accord? Tout le monde sait lire. Mais combien de personnes savent réellement lire? Notre capacité peut déterminer ce que nous pouvons faire, mais c'est notre attitude qui détermine ce que nous allons faire. Laure Macaulay l'a très bien exprimé en parlant de l'imagination. Il nous donne un exemple, il disait que l'imagination, de la plupart des personnes, c'était comme les ailes d'une autruche. D'accord? Les ailes d'une autruche, elles nous permettent de courir, mais pas de voler. D'accord? Mais la plupart des personnes décident qu'alors, ils ne vont même pas marcher. Et ce n'est pas puissant, ça. En fait, nous avons tendance à regarder les personnes autour de nous et on a tendance à se fixer sur celles qui peuvent voler. Et parce que nous ne pouvons pas voler ou que nous n'avons pas encore appris à voler, alors nous ne faisons même pas l'effort de faire ce que nous pouvons faire, qui est de marcher, nous ne marchons même pas. Et c'est notre attitude qui détermine ce que nous allons faire. Et c'est quand je regarde ces personnes justement qui savent voler, je vais me dire non mais attends, je ne peux même pas y arriver, et du coup je reste là où je suis, je ne fais même pas marcher, sans comprendre que pour apprendre à voler, il faut que je marche d'abord, il faut qu'ensuite je puisse courir, pour que je puisse prendre mon envol. Et finalement que je découvre que je ne suis pas une autruche, mais que je suis peut-être un aigle qui peut voler. Mais pour me mettre en fait dans l'envol, il faut que je puisse commencer par faire ce que je peux faire aujourd'hui. Mais que je le fasse ou pas, d'accord, que j'exploite mon potentiel ou pas, va dépendre de mon attitude. L'attitude détermine vraiment la qualité de tout ce qui passe dans notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est déterminé par l'attitude. Mais c'est quoi cette attitude? C'est quoi du coup l'attitude? Si on essaie de la définir pour pouvoir justement la changer. Eh bien l'attitude c'est ça, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées, c'est ce que vous pensez, mais c'est aussi vos sentiments. C'est ce que vous ressentez. D'accord? Vos pensées, vos sentiments et finalement vos actions. C'est vraiment ça l'attitude. Vos pensées, vos sentiments et vos actions. Il n'y en a pas l'un d'entre eux qui est plus important que l'autre, d'accord? C'est vraiment le composite de ces trois éléments-là. En fait, une bonne attitude exige une congruence entre les trois. Vous ne pouvez pas agir d'une manière et penser et ressentir d'une autre. Vous ne pouvez pas penser quelque chose, mais faire quelque chose de totalement différent. Ils doivent être en harmonie. Cela doit découler de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, si vous pensez à ces trois éléments-là, d'accord, c'est les trois éléments dont nous parlons souvent. Nous parlons effectivement de notre esprit conscient, notre esprit sous-conscient, d'accord, nous parlons de notre corps physique et nous parlons justement de comment l'esprit conscient va avoir des pensées qui vont générer des émotions au niveau de l'esprit sous-conscient, qui va générer des actions au niveau de mon corps. D'accord? Pensée, émotion, action. C'est cette triade en fait qui forme mon attitude. Et vous savez en fait qu'elles sont en harmonie. Vous savez que tel que je pense, je ressens, d'accord? Tel que je ressens, j'agis. Et du coup, tel que j'agis, je crée des résultats. Et donc c'est pour ça que cette attitude-là, qui est ce paquet de trois, c'est ce qui va générer mes résultats. Donc si je veux changer mes résultats, il faut que je change mon attitude. En fait, la plupart des personnes sont relativement à l'aise avec la notion de cause à effet. Ouais, la loi des causes à effet, nous en avons déjà parlé. Et beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que tout ce qui se passe en dehors de nous
est la cause de ce qui se passe dans notre vie. On va utiliser des phrases comme « il m'a rendu si furieux » ou « j'ai eu une mauvaise journée, cela m'a vraiment bouleversé » ou « regarde ce que tu m'as fait faire ». Regarde ce que tu m'as fait faire. C'est super intéressant. Nous avons l'habitude de chercher des causes extérieures à nous. Mais nous devons vraiment nous rendre compte que nous sommes responsables de beaucoup plus que nous aimons souvent l'admettre. Et en fait, c'est le principe de ce qu'on appelle la responsabilité émotionnelle, qui est l'un des premiers principes qui nous permet de changer nos sentiments envers nous-mêmes, les autres ou le monde. Nous sommes responsables de nos sentiments. De la même façon que nous sommes responsables de nos pensées. Mais nous sommes aussi responsables de nos sentiments. Quand nos sentiments sont liés à quoi? Ils sont liés à la signification que nous donnons aux choses qui arrivent dehors. D'accord? On dit oui, voilà ce qui s'est passé et tu m'as rendu furieux, regarde ce que tu m'as fait faire. Mais non. La personne ou l'événement qui s'est passé à l'extérieur s'est passé, nous avons perçu cela, nous avons interprété cela, nous avons eu des pensées et cela a généré des émotions. Parfois des joies, mais souvent des colères, des hontes, d'accord? Toute une série d'émotions. Et c'est cela qui a généré la réponse par l'action. Mais dans tous ces processus-là, la seule chose qu'il y a en commun dans les différentes étapes, c'est moi. Ce n'est pas l'événement extérieur. L'événement extérieur, c'est un événement indépendant de moi. Ensuite, dès que je le fais rentrer en moi, et donc, nous sommes responsables de nos sentiments. Nous n'avons peut-être pas l'impression, mais nous le sommes. Et tant que nous n'y adhérons pas, rien ne change dans notre vie. Et c'est très intéressant parce qu'on parle des sentiments, on parle des émotions. Pour moi, la définition, en fait, l'émotion, ça dure un instant. D'accord? L'émotion, c'est ce qui est généré justement par ma pensée. D'accord? Je perçois un événement, je lui donne un sens. Ok? J'ai une pensée par rapport à cette perception. Et du coup, ça génère une émotion en moi. Mais ensuite, par rapport à cette émotion, je peux choisir. Je peux choisir quelle va être ma réaction. Je peux choisir si effectivement je veux, si cette émotion, elle est, on va dire, je considère qu'elle est l'émotion que je dois nourrir ou pas. Et à ces moments-là, lorsque je nourris l'émotion, c'est là où je crée le sentiment. Le sentiment, c'est l'extension dans le temps de cette émotion. D'accord? Je peux avoir une émotion, effectivement, des tristesses à un moment donné, mais cette émotion, elle va durer un instant, une fraction de seconde. Après, est-ce que je veux devenir triste? Est-ce que je veux, au point de devenir triste pendant un peu de temps ou devenir triste dans la durée tellement que je tombe dans la dépression? Eh bien, ça va dépendre de l'énergie que je donne à cette émotion de tristesse. Et si je décide de me baigner encore et encore dans cet sentiment de tristesse, si je décide de continuer à donner de l'énergie à cette émotion initiale de la tristesse et garder ces sentiments de tristesse à ma vie, eh bien, ça va être ça ma réalité. Et donc, à un moment donné, nous avons un choix et une responsabilité. Nous avons ce choix de dire, est-ce que c'est cette émotion que j'expérimente et qui est vraie, c'est-à-dire qu'elle est réelle, elle s'exprime dans notre corps. Je perçois quelque chose, quelque part ces pensées de
je me dis, je devrais pas être en train de faire ça. J'ai quelqu'un qui va penser que je suis bête ou que je comprends pas les choses et j'ai un peu honte. Et du coup, mon visage, il va rougir. D'accord? Ou je vais avoir peur et je vais commencer à transpirer. Donc, mon corps, il réagit vraiment. C'est réel. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Je peux, en fait, créer un espace entre cette émotion et le sentiment qui s'y attache. Et dans cet espace, d'accord, c'est l'espace où je décide de nourrir, en fait, cette émotion pour la faire devenir un sentiment ou de tout simplement la laisser de côté, la comprendre, la processer. Et donc, comme je disais, en fait, vous êtes responsable. Nous sommes responsables de nos sentiments. Nous le sommes, vraiment, même si on n'en a pas l'impression. Et donc, nous devons y adhérer pour pouvoir changer, justement, nos résultats. Parce que si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez dans un domaine de votre vie, eh bien, la personne responsable est toujours disponible pour la consulter. Et devinez où vous allez la trouver? Eh bien, dans le miroir. C'est dans le miroir que vous allez trouver cette personne responsable. Mon ami Paul Martinelli, que vous connaissez, il appelle ça jouer au jeu de qui est le problème avec moi. Eh bien, souvent nous allons jouer au jeu du blâme. Nous allons blâmer l'extérieur. Tout le monde sauf moi. C'est facile à faire. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Toujours eux, mais jamais moi. Et c'est tellement plus facile de cette façon. Mais comme le dit Wayne Dyer, si vous pensez que les autres sont le problème, vous allez devoir envoyer le monde entier chez le psy pour que vous alliez mieux. Et ça va vous coûter cher. Alors, chercher la cause à l'extérieur ne portera jamais ses fruits. Chercher la cause à l'extérieur ne portera jamais ses fruits. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Le gars qui est à quatre pattes, en fait, sous un lampadaire dans la rue, il fait nuit, d'accord? Il est en train de chercher, en fait, ses clés. Et il y a un des voisins qui arrive, qui le voit, et il est inquiet, donc il commence à l'aider à chercher, en fait. Et au bout de 10 minutes, il lui dit, mais t'es sûr que tu les as laissées ici? Parce qu'on ne dirait pas qu'elles sont là. Et le gars, il lui dit, ah non, non, je les ai laissées chez moi, mais les lumières ne fonctionnent pas là-bas. On n'y voit rien. Alors je suis venu chercher ici, ça serait plus facile. Oui, c'est un peu ridicule. Mais souvent, effectivement, on va chercher là où c'est plus facile à regarder. Dehors. Mais ça ne sert à rien de regarder dehors si ce qu'on cherche, c'est ailleurs. Si c'est à nous. Et donc, une bonne attitude commence par la responsabilité personnelle. Rose fluo, jaune fluo, orange fluo. Une bonne attitude commence par la responsabilité personnelle. Je ne peux pas avoir une bonne attitude si je suis victime de l'extérieur, si je n'ai pas le contrôle. Et donc, si je n'adhère pas au principe que j'ai cette responsabilité, que j'ai ce pouvoir, qui est un grand pouvoir, et rappelez-vous, comme le disait Oncle Ben, l'oncle Ben de Peter Parker, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Eh bien, une bonne attitude commence avec cette responsabilité personnelle. Et je vais vous donner un exemple. C'est Roddy Galbraith, que vous connaissez aussi, notre ami Roddy. Avant d'être le Roddy que vous connaissez de la GMT ou d'Empower Living, en fait, il a travaillé pendant des années à Londres. D'accord? Il travaillait en fait dans le domaine de la banque d'investissement. Et il dirigeait des équipes de support technique qui fournissaient justement des services en fait, de support pour les serveurs et pour les ordinateurs, le téléphone, d'accord? Aux salles des marchés des banques d'investissement. Donc, vous imaginez en fait, je pense que c'est probablement l'un des environnements les plus exigeants, les plus stressants dans lequel vous pouvez travailler en tant que responsable
technique en tant que responsable informatique, d'accord? Parce que les systèmes doivent être disponibles 24/24, d'accord? Et Rodi nous racontait que les courtiers, et surtout les traders d'actions, ils étaient super intolérants aux plus petites erreurs. Parce qu'évidemment, ça se joue à la fraction des secondes, pratiquement. Et donc, sur une période de 10 ans, il a embauché et il a licencié beaucoup de personnes. Et il le disait, c'était curieux, ce qui faisait la différence essentielle entre ceux qui étaient embauchés et ceux qui ne l'ont pas été, ou entre ceux qui restaient et ceux qui partaient, c'était l'attitude. En fait, c'est marrant parce que tout le monde penserait que c'est les compétences techniques dans un environnement comme ça, surtout en informatique. Eh bien non. Même dans un environnement hautement spécialisé, très technique, comme c'était la banque d'investissement, les compétences techniques sont importantes. Mais l'aspect le plus important, et de loin, c'était l'attitude. En fait, l'attitude détermine, justement, comme je disais tout à l'heure, la proportion des compétences que nous allons réellement utiliser. Et donc, vous pouvez avoir toutes les compétences au monde, mais ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez qui compte. Ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez qui compte. Et c'est votre attitude qui détermine ce que vous en faites réellement. Rappelez-vous, on dit que le fossé le plus grand au monde, c'est celui entre ce que l'on sait qu'on doit faire et ce que l'on fait réellement. Et donc, ce qui nous sert à combler ce fossé, c'est ça, c'est l'attitude. C'est intéressant, on redit tout à l'honneur de la francophonie. Hein, il nous racontait qu'il avait passé plusieurs années, pendant ces 10 ans, plusieurs de ces années, c'était dans une banque française. Et leur mantra, c'était qu'ils embauchaient pour l'attitude et ils formaient pour la compétence. Ils embauchaient pour l'attitude et ils formaient pour la compétence. Et nous disaient, les compétences techniques sont relativement faciles à obtenir. D'accord? Ensuite, voilà, on peut se former facilement à ça. Mais l'attitude était beaucoup plus difficile. Parce que notre attitude est un reflet de qui nous sommes. Il nous disait que les jeunes qui arrivaient, en fait, pensaient que parce qu'ils avaient un bon diplôme ou qu'ils avaient telle ou telle qualification technique, d'accord, qu'ils devaient être bien payés et qu'ils étaient au-delà de certains jobs, certains emplois, comme par exemple de parler aux clients. Hein, donc, ils pensaient qu'ils étaient là pour faire juste le support technique et mettre, on va dire, s'amuser avec la technologie. Et qu'il y avait des choses qu'ils disaient, non, mais ça, c'est pas moi. Et donc, il nous racontait comment, justement, en tant que manager de ces groupes-là, il regardait les salaires des différents employés, il voyait des écarts énormes. Il disait, il y avait souvent des personnes qui faisaient le même travail, ils étaient assis l'un à côté de l'autre, et l'une gagnait le double de ce que l'autre gagnait. Même ensemble de compétences, même travail, mais l'une gagnant 1 tonne de plus d'argent. Et il nous disait, mais devinez de qui nous ne pouvions pas nous passer. Il disait, si je devais réduire les chiffres dans l'équipe, il disait, devine laquelle je mettais à la porte d'abord. Et devine laquelle donnait le meilleur retour sur investissement. C'était celle qui était payée 2 fois plus. Et pourquoi? Parce qu'elles avaient une bonne attitude. L'attitude est la seule chose qui se rapproche le plus et qui nous fait nous rapprocher le plus, soit de la réussite, soit de l'échec. Et je sais que nous sommes tous très attachés à l'argent, aux qualifications, à l'expérience, au talent. Et ce sont des choses importantes. Mais je crois que la qualité la plus rare et la plus précieuse de toutes, et donc vraiment la plus récompensée, que ce soit conscient ou inconsciemment, c'est l'attitude. Parce que c'est l'ingrédient magique qui donne vie aux autres. Et une bonne attitude, c'est bien plus que juste l'observation passive d'un monde objectif au travers un faux sourire. D'accord, c'est pas ça. C'est pas je regarde les choses se passer, je bouillonne à l'intérieur, mais
je fais voilà comme ça, comme si c'était non, ça c'est pas une bonne attitude. Une bonne attitude semble nous connecter magiquement à toutes sortes d'opportunités. Des opportunités qui d'une certaine manière n'existaient pas avant. Mais pensez-y pendant un instant. Est-ce que vous préférez travailler aux côtés de quelqu'un qui a une bonne ou de quelqu'un qui a une mauvaise attitude? Est-ce que vous serez prêt à être un peu plus patient dans le développement de ses compétences s'il était agréable à côtoyer? Et s'il était heureux, optimiste, s'il parlait avec enthousiasme de l'avenir, de toutes les possibilités qu'il voit, s'il s'entendait bien avec les autres, s'il voulait vraiment aider? Ben oui. Tout le monde préfère être entouré des personnes qui donnent la vie plutôt que des personnes qui l'épuisent. Tout le monde préfère être entouré des personnes qui donnent la vie plutôt que des personnes qui l'épuisent. Bonne attitude, mauvaise attitude. Notre attitude détermine si nous avons tendance à avoir de la chance ou non. J'aime bien ça. Notre attitude détermine si nous avons tendance à avoir de la chance ou non. En fait, les personnes qui s'attendent à avoir de la chance, c'est qu'ils s'attendent à ce que des bonnes choses leur arrivent, d'accord? Plus souvent que des mauvaises choses, ils ont plutôt une tendance à passer leur vie de bonne chance en bonne chance. Une personne qui pense qu'elle ne peut pas faire quelque chose, elle va très rarement le faire. Et par contre, la personne qui pense qu'elle peut le faire, eh bien, elle finit par le faire. Peut-être pas la première fois, mais son attitude lui donne la confiance nécessaire pour continuer jusqu'à ce que ce soit fait. C'est son attitude qui va nourrir la persévérance, cette célèbre persévérance. Elle va essayer plusieurs fois, d'accord, et elle va avoir des échecs, mais elle va grandir dans le processus. Rappelez-vous ce dont nous parlions il y a quelques jours, d'accord? On disait l'échec, c'est le compagnon constant, c'est Paul Martinelli qui nous disait ça avant-hier. L'échec, c'est le compagnon constant du succès. Et donc, dans ce processus-là, parce que nous sortons de notre zone de confort, d'accord, et que nous essayons, peut-être que nous allons échouer, nous allons revenir, d'accord, c'est dans ce processus-là que nous allons grandir. Et finalement, bingo, on l'a fait. Il se peut que nous allons procéder avec prudence, avec soin, qu'on peut faire des grandes erreurs des grands efforts pour éviter des erreurs inutiles, mais on continue à avancer à chaque fois. Et c'est ça qui nous donne l'attitude. C'est parce qu'on a une attitude d'expectative positive. On s'attend à réussir. On ne s'attend pas à échouer. Je peux vous assurer que quelqu'un qui s'attend à échouer, il finit par échouer. Si Edison avait eu une attitude négative et pas une attitude d'expectative positive, il aurait renoncé avant le 10 millième, la 10 millième expérimentation pour réussir à faire l'ampoule électrique. On n'arrive pas à faire 10 000 essais avec une attitude qui n'est pas d'expectative positive. Et donc, ce que je veux que vous souligniez à nouveau, rose, rouge, jaune, orange, nous avons toujours la possibilité de contrôler notre attitude. Nous avons toujours la possibilité de contrôler notre attitude. Toujours, toujours. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, d'accord? Ce qui est à l'extérieur, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Viktor Frankl était un psychiatre détenu dans un camp de concentration nazi pendant la guerre, nous en avons parlé. Et il disait en fait, tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, de choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances.
Et c'est justement ce choix, d'accord? C'est le choix de cette réaction qui, Répéter. C'est trop beau. La dernière, tu vois. j'ai compris, Lisa, merci. Je vais répéter. Merci. Il dit, tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines de choisir son attitude dans n'importe quel ensemble des circonstances. Tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines de choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Imaginez-vous quelqu'un qui était pendant des années dans un camp de concentration nazi. C'est d'ailleurs, il y a une étude justement que Paul et Rodi ont fait pendant cet été, à la recherche justement du sens, meaning and meaning, ça s'appelle en anglais, qui est basé justement sur le livre en fait de Viktor Frankl. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourrait effectivement, tout au long de cette année, ça sera effectivement l'une des études que nous ferons. Mais justement pour résumer en fait et pour vous donner une vision pratique de cela, c'est Viktor Frankl nous disait justement le pouvoir était dans l'espace. Et c'est quoi cet espace? Eh bien, cet espace, c'est l'espace que je suis capable de créer entre, comme je disais tout à l'heure, il y a l'événement qui arrive à l'extérieur. Je perçois cet événement par mes 5 sens, d'accord? Donc vraiment physique. Ensuite, je vais y donner un sens. Je vais générer des idées dans mon esprit. Ces idées, cette signification, vont générer en fait une émotion. À cet instant précis, cette émotion qui dure un instant, une fraction de seconde, c'est là où j'ai le pouvoir de couper. C'est là où je peux dire, attends, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ce travail-là justement des dissociations. Je fais un cours, enfin je coupe le câble en fait. D'accord? C'est comme si j'avais une prise électrique, d'accord, et que j'ai débranché. Et je ne laisse pas passer le jus. Et donc, ma responsabilité émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est je prends cette émotion, d'accord, et ensuite je décide, est-ce que je veux nourrir un sentiment avec ça? Est-ce que je veux laisser que ma réaction par défaut arrive? Parce que j'ai une réaction définie par défaut. Elle s'est créée en fait avec des années et des années et des années d'expérience. D'accord? Moi, par exemple, j'avais un passé où j'ai vu souvent mon père en colère. D'accord? Quand on était enfant. Et c'était pas, il ne se mettait pas en colère facilement, mais lorsqu'il se mettait en colère, c'était un cyclone. Je peux vous dire, une fois, ça c'est probablement la fois laquelle ça m'est resté le plus gravé ici, on était en train de dîner dans la cuisine avec mes enfants, avec mes frères et sœurs. Vous imaginez, on était 5, 4 peut-être à l'époque, mais bon, une petite cuisine d'appartement en fait à Alicante en Espagne. Et en fait, on devait dîner. Mais on n'était pas en train de dîner, en train de jouer, en train de faire, peut-être qu'on s'est lancé des boules, des mie, des pains, ou des choses comme ça, en fait. Et du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et ma mère, mon père sont revenus une fois, une autre fois. Il faut dîner, il faut dîner, il faut dîner. Bon, je ne sais pas ce qu'on a fait. Mon père, il arrive, comme une furie. Il dit, Radao! Il prend son poing, il fait, Pouah! Et il enfonce son poing dans la porte en bois de la cuisine. Il a fait un trou à l'intérieur. Bon, c'était
C'était pas du vrai bois, hein, c'était des bois, vous savez, c'est deux plaques fines de bois avec des trucs cartonnés à l'intérieur, parce que c'était pas, voilà, c'était le genre de maison dans laquelle on habitait. Mais il a quand même fait un trou dans la porte. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Mais et ce qui est intéressant, c'est qu'après, bah, voilà, les années sont passées, j'ai grandi, je suis devenu père aussi. Et, euh, et avec mes enfants, je me suis rendu compte que j'ai gardé ces patrons, en fait. Et j'ai toujours été un père très, très aimant, d'accord? Mais lorsque il y avait un point où ça, le comportement de mes enfants, en plus, ils étaient petits, et ça dépassait ce que j'ai considéré qui était quelque part la limite, parce qu'effectivement, je leur disais, fais ci, ou fais ça, ou ne fais pas ci, ou ne fais pas ça, clac, 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 clac. Alors, instantanément, j'explosais, c'était des cris énormes, c'était... Et je me rappelle une fois justement, c'était mon fils, je ne sais plus ce qu'il faisait en fait. Et donc, voilà, je ne sais pas quelle est la raison, mais je me rappelle de ma réaction comme ça, complètement disproportionnée. Il lui ouvrait ses yeux comme ça, et me regardait comme ça, et j'avais l'impression que j'avais brisé son cœur. Tellement il ne comprenait pas en fait, c'était vraiment... Et c'est ce jour-là en fait, c'est ce jour-là que j'ai décidé que c'était pas possible. Qu'il fallait que j'ai créé en fait une réaction différente à cette même suite, à cette même chaîne d'événements. Et donc je me suis demandé quelle était cette réaction que je pouvais créer et qu'est-ce que je pouvais finalement, qu'est-ce que je pouvais finalement me dire. Parce qu'au début, j'étais, bah oui, mais c'est normal, voilà, regarde ce qu'il a fait. J'étais vraiment dans cette logique qu'on décrivait tout à l'heure. Ah, mais vous m'énervez, regarde ce que tu fais, c'est jamais bien, blablabla, blablabla. Mais la réalité, c'est que c'était moi qui choisissais de mettre dans cet état-là. Et que finalement, quand j'avais cette réaction-là, je ne créais pas, en fait, en lui, la réaction que je voulais. Parce que ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il comprenne et qu'il choisisse de faire autre chose. Mais la réaction que j'avais, c'était une réaction qui créait chez lui un blocage. Il n'était pas capable d'apprendre un autre comportement. Et donc, j'ai appris à percevoir émotion de colère et des branches. OK, c'est quoi la bonne réaction? Et choisir ce qui était effectivement en fonction de la situation, de la bonne réaction. Et pour moi, l'idée que la réaction en fait que j'ai mis suite à ces moments de colère, d'accord? J'ai lié ces moments de colère à deux mots. C'était amour inconditionnel. Donc, je me suis répété dans ma tête, d'accord? Jusqu'à ce que c'était resté bien gravé. Lorsque j'avais un sentiment, une émotion de colère comme ça, d'accord, automatiquement, ce que je pensais, c'était amour inconditionnel. Et donc, je voyais du coup mon fils avec des yeux d'amour inconditionnel. Et donc, je comprenais que ni lui, il faisait ça pour m'énerver, ni pour me faire du mal. Et que moi, si j'étais un bon père, je devais avoir cet amour inconditionnel pour lui. Et donc, l'amour inconditionnel n'est pas crier juste pour laisser exploser ma colère, c'est de l'aider à comprendre qu'il y a une autre façon de faire. Et donc, ça me permettait justement d'ouvrir cet espace et d'avoir ce choix. C'est ce qu'on fait en fait si vous avez travaillé en PNL, programmation neurolinguistique. C'est justement ce qu'on fait justement dans la programmation neurolinguistique. Et ce qu'on fait, c'est en permanence, c'est de faire et refaire en fait des ancrages. D'accord? On a ces réactions en fait qui sont déjà bien, c'est comme des circuits imprimés dans notre cerveau, d'accord? Ces réactions qui sont programmées,
c'est comme des courts-circuits à terre, en fait. Et donc, ça passe direct. Dès qu'il y a cet stimulus-là, ça répare direct. Tout est bien rodé. Eh bien, dans la PNL, on apprend justement à débrancher et à rebrancher avec une autre interprétation, une autre émotion, une autre réaction. D'accord? On apprend justement à faire ces genres de choses dans la PNL. Mais sans aller dans le domaine de la PNL, qui est effectivement très vaste et dont ce n'est pas le sujet aujourd'hui, nous pouvons quand même à notre niveau apprendre à créer cet espace et avoir justement ce choix. Parce que ce choix, c'est notre liberté. C'est le choix de choisir son attitude et décider quelle est l'attitude que je veux avoir dans n'importe quel ensemble de circonstances. Et lorsque nous acceptons la responsabilité de notre attitude et que nous acceptons ce que Viktor Frankl a dit, que nous pouvons choisir notre attitude, alors cela nous ouvre la porte pour capitaliser sur notre potentiel qui est largement sous-utilisé. Lorsque nous acceptons la responsabilité de notre attitude et que nous pouvons choisir notre attitude, que nous pouvons choisir nos réactions par rapport à ce qui se passe, à ce que les autres font, c'est à ce moment-là que nous gagnons en pouvoir. Nous gardons le contrôle. Keep cool, man. Nous gardons justement ce contrôle. Nous avons le contrôle de nos émotions. Nous avons le contrôle de nos sentiments. Du coup, nous avons le contrôle de nos actions. Et nous avons le contrôle de nos résultats. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile d'aller taper justement sur tout notre potentiel, tout ce que nous savons, et d'aligner ce que nous savons avec ce que nous faisons. Et là, la réalisation de notre potentiel se multiplie. Lorsque nous acceptons la responsabilité de notre attitude et que nous acceptons que nous pouvons choisir notre attitude, alors cela nous ouvre la porte pour capitaliser sur notre potentiel largement sous-utilisé.